Il est vendu comme un film d'horreur. Il est arrivé en soum soum comme ça sur Netflix. Comme tu disais, c'est plein de clichés. Après, je trouve qu'il a le cul entre deux chaises. Ça titillait plein de trucs dans mon cerveau. Mais là, attention, on parle de la fin avant la toute fin. Qu'est-ce qu'il fout ce camp? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Moteur! Oh putain, moteur! Mais où est-ce qu'il est ce camp de Perchman? Les Ordres du Mal, donc le nouveau film de Paco Plaza qui est passé totalement inaperçu. Il est arrivé en soum soum comme ça sur Netflix. Et en plus, dans la foulée, il s'est pris une volée de bois vert au niveau des notes parce que vraiment. Une volée de bois vert. Ben... Oh, magnifique. Ouais, non, j'avais envie de... ouais. C'est pas piquer des hannetons, quoi, comme expression. Mais donc du coup, ouais, le public a un peu détesté. Donc je pense que ça a en plus enterré un peu plus le film sur Netflix. On va suivre l'histoire de la sœur Narcissa, une jeune nonne qui va pas tarder à être sacralisée, enfin pas sacralisée, mais je sais pas. Comment on dit, ses vœux de que jusque la fin de ma vie, je resterai nonne et voilà. Ça, elle va pas tarder à faire ce truc-là. Et donc elle arrive dans un couvent pour remplacer une nonne qui est partie. Mais très vite en arrivant, elle va comprendre qu'elle arrive à la fois pour certains comme un messie et pour d'autres comme un imposteur, car plus jeune, elle a été connue dans les journaux pour avoir vu la Vierge. Sauf que très rapidement dans l'histoire, des événements étranges vont commencer à se passer dans le couvent, qui vont un peu l'interroger et la questionner sur sa foi et sur justement son rapport à la vision dans la religion. Bon, oui, tu l'as pas dit, mais il est vendu comme un film d'horreur, mais avec Paco Plaza, c'est toujours un peu entre deux interstices, quoi. C'est-à-dire que oui, il y a des éléments d'horreur dans la troisième partie du film, mais pendant les deux premières parties, on est plus dans le film fantastique, on est dans le film de fantôme, un peu, voilà. Ça commence même comme un film d'auteur assez radical, tu vois, parce que le film, un truc qu'on n'a pas dit, mais le film est en 4/3, quoi. Je crois que c'est pas du 4/3, c'est du 1/33. Du 1... oui, c'est ça. Tu sais, le format... C'est pas complètement du 4/3, ouais. Il est pas tout à fait carré, il est un peu... voilà. Mais du coup, t'as la lumière qui est assez naturaliste. Ça se passe... en plus, c'est un film d'époque. C'est filmé assez sobrement au début. Donc c'est vrai que t'es loin du film d'horreur tel qu'on l'entend, quoi, quand le film démarre. Mais c'est très particulier de vendre ce film, oui. Mais c'est pour ça qu'il atterrit sur Netflix, hein, selon moi. Bah, je pense, ouais. Ne bougez pas. Le film n'a pas que des qualités, mais il n'a pas que des défauts non plus. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que suivant la carrière de Paco Plaza, c'est un film qui va parler à tous ceux qui suivent les films de Paco Plaza. Après, je trouve qu'il a le cul entre deux chaises à plusieurs moments. Mais le côté esthétique, la mise en scène de Paco Plaza, le jeu des acteurs et tout ça, moi m'emporte. C'est un film d'1h30. Ça m'a emporté vraiment comme un bon petit film de non-exploitation qui veut aller ailleurs, quoi. Je sais pas si c'est un film que je reverrai, tu vois. Mais par contre, sur le moment, la ride m'a vraiment plu. Je me suis dit, j'ai vraiment tous les tropes que j'avais envie. Et puis c'est beau, c'est juste beau, rien que ça, tu vois. Il y a un truc où. Et puis cette actrice, je me suis dit, tiens, je la connais pas du tout, cette actrice. J'ai essayé de chercher, je me suis dit, normal, elle a rien fait de particulier. Donc tu dis, Paco Plaza a toujours ce don de choper des acteurs et des actrices qui te marquent, quoi. Où tu te dis, ouais, putain, elle a un truc où elle est. Voilà, elle est juvénile et en même temps elle a plein de trucs, voilà. Donc mon avis, il est, si vous suivez Paco Plaza, allez-y, sinon voilà, c'est pas très grave. Je commencerai pas par celui-là, quoi. Plutôt par Véronica, comme ça après tu comprends celui-là. Oui. Et toi, t'en as pensé quoi? Parce que c'est un peu dur à... Eh ben moi j'ai adoré, mais c'était une très bonne surprise en fait, c'est-à-dire que vu comment le film démarre, je savais pas trop à quoi m'attendre, surtout vu la Abuela qui était juste avant, et le film démarre presque pour moi dans la continuité de la Abuela, et presque plus radical, tu vois, donc je me suis dit, ok, j'étais pas forcément prêt pour ça ce soir, tu vois, mais écoute, pourquoi pas. Et en fait, ce que j'ai adoré tout le long du film, et qui a fait que j'ai pris un pied énorme devant, c'est que je me suis rendu compte qu'il part de cette esthétique presque de la Abuela, proche de la Abuela dans la démarche, pour transgresser ça tout le long.
derrière, avec des éléments de plus en plus modernes, de plus en plus horrifiques, de plus en plus presque grand guignolesque. À la fin, il y a un truc qui est presque drôle tellement c'est excessif. Et en fait, ça a été la transition, en fait, le chemin parcouru qui a fait que... en fait, j'ai de plus en plus aimé, c'était de crescendo, et à la fin... j'avais envie de revoir certaines scènes de la fin, oui, parce que juste en termes de rythme, d'imagerie, d'esthétique, ça titillait plein de trucs dans mon cerveau, tu vois. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ô Marie conçue sans péché. Non, parce que oui, c'est prodigieux, là, toute la fin. Mais c'est pour ça que je te disais, enfin, c'est pour ça que moi je mettais dans les points forts, entre guillemets, enfin, ce qui a fait que le film avait une saveur pour moi, c'était la mise en scène de Paco Plaza, c'est que, en effet, j'ai un plaisir monstre, et toi aussi, à te faire confiance et te dire, ok, c'est radical, je vais me laisser prendre, tu vois, par le truc, alors qu'il, quand même, oui, voilà, comme tu disais, c'est plein de clichés que tu peux voir dans ces films-là, mais c'est quelqu'un d'autre qui te le raconte, d'une autre manière. Donc il y a forcément une autre saveur. Mais est-ce que ce truc-là, c'est plutôt nous qui nous l'accordons de le déceler, tu vois, plutôt que le film qui t'incite à ça? Je suis pas sûr que ça soit celui-là dans la filmographie de Paco Plaza qui t'incite à regarder un peu plus précisément. Il te laisse le choix aussi de rester un peu extérieur et de dire, ouais, bon, comme d'hab, là, tu vois, il y a une histoire de pendu, il y a un truc qui tombe, tu vois, vraiment des clichés un peu du cinéma d'horreur comme ça. Parce que tout ce que tu dis là, ouais, j'ai eu le même truc, mais en même temps... quand au début il y a cette première séquence assez rapidement où elle est au confessionnal et qu'elle explique son passé, qu'elle a vu la Vierge et tout ça, et que maintenant elle doute si elle a vraiment vu ou pas, et si du coup moi je me suis dit mais super, putain, il y a un vrai thème là-dedans, il y a un vrai thème à déployer et tout, et au final un peu par-ci par-là, c'est toujours là, hein. Pour moi ça reste le cœur. Tu regardes Silent le Scorsese sur la part d'ego dans la foi, quand tu te, comment dire, un truc où, enfin, c'est quand même aussi une redite de plein de films sur la religion et notamment catholique particulièrement, c'est sûr. La part d'ego là-dedans de dire t'es en train de faire le chemin de croix, peut-être, mais t'es pas Jésus, donc calme-toi, tu vois, des trucs comme ça. Putain, je suis en train de résumer un truc, pardonnez-moi. En fait, moi ce qui m'a plu là-dedans, tu vois, c'est au final que le film te dit que c'est presque une affaire de vision, vu qu'à la fin, il y a, sans dire ce qui se passe, il y a un rapport à la vision, où la vision naît de la perte de la vision, d'une certaine façon, et où au final, c'est encore une fois qu'une question de croyance sur la foi, etc. Et je sais pas, il y a tout un truc où je me suis dit, ça marche super bien par rapport à ce que t'expliques sur ce personnage, que forcément, oui, elle perd un peu la foi, et c'est au moment où tu perds tout et que tu retrouves petit à petit ce que tu avais perdu en grandissant, presque aussi un rapport avec le fait de grandir et de devenir plus rationnel. Mais je sais pas, voilà, parce que c'est un film qui petit à petit t'amène à cette longue séquence de fin qui est prodigieuse en termes de découpage, de rythme, de ce que ça aborde, que tout ce qui t'a mis comme bille avant, ben, ça te permet de comprendre tout ce qu'il y a entre les lignes aussi et tout. Bon, ce qu'il y a à l'intérieur peut paraître peut-être classique pour certains dans le déroulé, mais il faut se rendre compte que c'est un cinéaste qui te dispatche plusieurs temporalités, plusieurs points de vue dans une même séquence, et que toi dans ton cerveau tout te paraît logique. Moi je me suis dit à ce moment-là, là, vraiment t'as un gars là qui maîtrise son art, mais au point où c'est vraiment fun et tout. Tu te rends pas compte que dans les autres films d'horreur c'est pas aussi c'est pas aussi ludique que ça, quoi. Là il y a un vrai plaisir, il arrive à te mettre du gore, du psychologique, tout en même temps, quoi. C'est incroyable. Et puis il te met aussi de l'émotion. J'ai retrouvé du Bayona et du Del Toro sur On la est fin. d'accord. Ouais, complètement. Et en fait c'était ça aussi qui m'enthousiasmait. J'étais là, genre putain, il y a plein de trucs que j'aime, et juste ça fait plaisir, tu vois. C'est vrai que si on doit être dans un rapprochement de cinéastes hispaniques, enfin en tout cas de langue espagnole, c'est vrai qu'il peut s'asseoir à la même table. Enfin moi, je commence à considérer qu'il peut s'asseoir à la même table que Del Toro et Bayona. J'ai beaucoup pensé à l'Orphelinat. Ah bah oui, moi c'était à ça que je pensais. Ouais, bien sûr, ouais. Même si l'Orphelinat va encore plus loin, enfin, vraiment, je sais pas si ça serait possible aujourd'hui. Je l'ai pas revu depuis un moment, mais... Bah à la fin, quoi, un peu prof. Par contre, oui, il y a aussi Del Toro dans ce sens aussi de grandes fêtes du cinéma, où tu convoques autant les figures anciennes ou actuelles, mais qui sont connues de tous, et en même temps d'arriver à les mettre tous en même temps et les faire se dialoguer ensemble et tout,
Bien sûr, ouais, il y avait un gros kiff Mais à tu la vois, fin. c'est- Quand t'es pas habitué à ces types de films, qui était le Ah cas ouais. de Clémentine, parce que tu vois, il y a comme toi à une époque la peur de certains films d'horreur, de dire j'ai peur Ouais. d'aller voir certains thèmes et tout. Le cas religieux, possession, pas le côté fantôme, hein, mais le côté Ouais. le diable ça existe en fait, tu vois et tout. Ça lui faisait peur et donc elle s'est retrouvée dans ce film à la fin à vraiment avoir des sensations et je me suis dit voilà ça c'est Paco Plaza tu vois c'est Ouais. pour un spectateur Mais qui est moins même de- habitué tu te prends quand même dans la gueule le oui il y a Mais oui, des mais choses même un truc, tout le long avec Lucie, on a réagi sur les mêmes choses en termes d'horreur, ouais enfin d'horreur entre guillemets, et je trouvais ça génial en fait parce que c'est dans des détails. Il y a une histoire de chaise qui tombe tout le long du film, et en fait, dès qu'elle est tombée, parce que c'est au bout de 5 minutes presque qu'il y a une c'est le chaise qui premier tombe, truc ouais c'est le premier truc d'horreur et en fait, fantastique le simple fait qu'elle tombe comme une vraie chaise. C'est-à-dire que dans beaucoup de films, ça tombe de manière très fluide, ou tu sais, ça glisse, ou c'est. ouais et puis ça c'est- fait boum en sound design ouais. Alors que là C'est c'est un ça, truc tu vois. clac ouais. C'est très spectral, tu vois. Alors que Mm. là, c'est presque. Il y a un truc qui est tellement naturel que ça nous a surpris par rapport à ce genre de film, etc. Et du coup, tout le long, dès que la chaise tombait, ça nous crispait Ah ouais à chaque fois. Parce que c'était pas habituel et que ça crée. Et que ça, du coup, ça recrée ouais, du surnaturel dans le naturel, tu vois. ouais je comprends oui il Et ramène je à trouve- la base cette peur là presque Que qu'on toi, a tu tous peux quoi ressentir. Tu vois, ouais. tu vois une chaise tomber, tu peux être pris par ce truc-là, tu vois. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il a le cul entre deux chaises, haha. C'est que je les ai décelés, mais j'ai pas eu la sensation comme vous. Du coup, je me suis dit, Ouais. je vois que tu veux traiter de la peur des couloirs noirs, où tu vois pas Ouais. le fond du couloir. Ah, mais il le fait pas vraiment du coup, parce qu'il faut faire avancer le récit et que bon, on n'est pas là pour trier les lentilles, faut que ce soit efficace quand même. On est sur Netflix, tu vois. Là où il le faisait un peu plus dans la bouée, là où il s'autorise quand même des longueurs, tu vois, des trucs Ouais, comme bien ça. sûr. Là, il se l'autorise Bah, un après, peu moins, j'ai l'impression. Est-ce que aussi le film n'a pas été coupé par Netflix C'est dur à Bon, en dire, tout cas, mais En tout cas, ça lui va plutôt bien parce que, comme je disais, ça m'a permis moi de me dire, putain, ça me rappelle aussi ces films que tu découvrais lors de festivals ou ou dans des cassettes ou à la télé ou quoi. Ces petits films d'1h30 qui te proposent un truc, quoi. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que là, au final, j'ai autant aimé la Abuela que celui-là, mais pour des raisons très différentes. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que la Abuela, c'est beaucoup plus maîtrisé et les émotions sont beaucoup plus fortes par rapport à ce qu'il essaye de procurer. Alors que celui-là, c'est plus un plaisir comme on parlait pour le Fincher d'avant, tu vois, presque de film de série B, genre. tu vois, de films de genre et, avec les codes et tout, ouais. c'est plus un plaisir dans ce genre-là, tu vois. Ouais, j'ai Bon. trop kiffé voir un. Et puis, j'ai trop kiffé un cinéaste prendre la non-sploitation et ne pas en faire le fantasme qu'on en a fait actuellement, de vraiment montrer un vrai couvent. Tu vois, j'ai reconnu tous les tropes d'un vrai couvent et tout. Que c'est pas aussi facile de la mère supérieure méchante, c'est pas si facile de. Voilà, il y a cette voix masculine que tu sais pas d'où elle sort. En fait, il y a un truc où j'ai trouvé qu'il peignait de manière réaliste ce truc-là, et comme tu dis, ça permet de remettre au centre. J'ai pensé à Benedetta en fait dès le début. Aussi. Alors que Benedetta, c'est beaucoup moins, la mise en scène est beaucoup moins prodigieuse, voilà. Mais il y a ce côté de qu'est-ce qui se passe chez les nonnes, tu vois. Ce petit truc, tu vois, tu regardes par la lorgnette aussi. Il y a ce truc qui se passe et qui, je trouve, est bien dépeint et pas du tout fantasmé. Mais par contre, ça te permet de t'amener à, comme tu dis, ce truc effroyable de la fin aussi, où en fait, du coup, malgré les clichés qu'il soulève, là, du coup, ont une autre valeur, quoi. Sont plus forts, peut-être émotionnellement. Mais là, attention, on parle de la fin avant la toute fin. On spoil. Bah oui. Fuyez, pauvre fou! Parce qu'en vrai, la plupart des gens qui n'ont pas vu le film d'origine comprendront pas cette fin, mais le film finit sur une fin à la Split qui fait le lien entre Veronica, un de ses précédents films, et ce film-là. Moi, je dis juste, Veronica, c'est son premier film en indépendant. Tu vois, je dis ça comme ça, moi. C'est son premier film à lui. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial du coup autour de ce truc-là, bon déjà c'est que ça donnait envie de revoir Véronica, comme pour toi, mais surtout ce que je trouvais génial, c'est que en ce moment il y a une tendance à Hollywood à vouloir à vouloir faire des spin-offs de tous les personnages d'horreur, des séquelles, etc. comment on appelle, des préquels, ouais. C'est ça. Et à vouloir expliquer d'où viennent tous ces personnages, mais surtout et d'expliquer d'où viennent tous leurs tropes. C'est-à-dire que c'est comme si on t'expliquait pourquoi dans Halloween, Michael Myers, il disparaît parfois. Mais
J'ai pas regardé les derniers Halloween, mais on est à 2 doigts. Hein. Je te jure. Hein. Ben voilà, tu vois, c'est vraiment la mode en ce moment d'expliquer vraiment d'où vient le personnage pour essayer de te l'humaniser. C'est insupportable. Sauf qu'en fait, ça démystifie totalement le personnage. Tu perds tout l'aspect effroyable qu'il peut y avoir parce qu'il y a des zones de flou. Et là, c'est vraiment l'anti-film à ce niveau-là, dans le sens où c'est un spin-off, mais qui laisse plein de parts d'ombre sur son personnage, etc. Et qui surtout a une histoire qui est complètement déconnectée, tu vois. C'est-à-dire que tu peux voir totalement les films indépendamment sans que ça gêne, et les échos au final l'un à l'autre sont très minces. C'est plus que ça t'aide à avoir des subtilités sur qui est le personnage dans Veronica, mais fondamentalement ça n'explique rien de plus. C'est ça. Non, moi ça m'a juste. Veronica, quoi. En fait, ça m'a juste rappelé que dans Veronica, il y avait une séquence de baston d'esprit avec la nonne et tout ça, et puis je me suis dit, mais oui, elle avait un putain de charisme, cette idée là de nonne un peu chelou et tout. C'est trop bien que ce qu'il a fait, c'est plutôt de dire, je sais pas, j'essaye de trouver un autre film d'horreur où il y aurait une figure un peu comme ça. C'est plutôt si on s'était concentré pour Halloween, non pas sur Michael Myers, non pas sur le personnage principal de Jamie Lee Curtis, mais sur le flic. De voir un peu, tu vois, en fait, c'est que ce personnage qui est un peu cliché, mais un peu bizarre quand même, tu vois en fait vraiment comment il est devenu flic et tout, que ce soit un film à la Serpico un peu. Mais là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire cette nonne dans Veronica n'est pas centrale, mais pas du tout. Elle permet d'emblée de mettre Veronica au milieu d'un questionnement aussi par rapport à tout ça, à la croyance, à la foi, à la vision. Et c'est là où du coup ça éclaire tous ces thèmes-là du film que tu venais de voir, La Nonne, de dire ah mais oui, c'était pour travailler ce thème-là. Ça m'a trop donné envie de revoir Veronica, parce que Veronica te mène par le bout du nez, justement pour en arriver à ce truc de la vision, la vérité, la foi, mais pas dans le sens religieux. Et du coup, c'est très intéressant que la nonne je dis la nonne, les ordres du mal qui commencent en te faisant croire que le religieux va être très important, te fait comprendre que non. Enfin, c'est pas une question de ça, quoi. Mais oui, j'ai eu le même effet, c'est pour ça que j'ai parlé de Split en off et que tu l'as redit là, c'est que ça m'a fait le même effet qu'à la fin de Split où tu fais oh là là, mais pourquoi j'ai pas pu le voir depuis le début. C'est ça, bah oui. J'ai eu cet effet là. Mais oui, mais c'est bien sûr. Bah oui. Parce que tout le long, moi j'étais perturbé aussi par le fait qu'elle s'appelle Sœur Narcisse, hein, puisque quand tu penses non-exploitation, film bien éclairé, tout ça, dans l'histoire du cinéma, c'est La Narcisse Noire d'un réalisateur anglais hyper connu qui avait fait Les Chaussons Rouges aussi, et qui est un film magnifique, un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, et qui se passe notamment dans un couvent comme ça, où comment une des sœurs trahit un peu de l'ordre de tout le monde parce qu'elle a des pulsions vers un homme, tu vois. Et ça s'appelle La Narcisse Noire, tu vois, le film. Et elle s'appelle Sœur Narcisse, donc je me suis dit, il fait un clin d'œil à ce film-là. Et jusqu'à qu'on arrive à la fin en me disant, mais non, il fait pas un clin d'œil à ce film-là, il fait un clin d'œil à son propre film. Je suis trop bête. Non, puis comme je te disais en off, moi, il y a une scène d'éclipse dans le film. Et d'un seul coup, j'ai fait ah putain, il aime bien les éclipses, lui. C'est vrai qu'il a fait une scène d'éclipse. Et en fait, quand la fin est arrivée, j'ai fait mais oui, c'était dans Veronica, la scène d'éclipse. Bah oui. Je t'écoute. Je viens d'arriver dans le couvent en qualité d'enseignante et je ne sais pas si je suis prête. Quand vous avez écrit votre nom... Tais-toi. Quoi? Non, rien. En tout cas, ça peut être un bon pied à l'étrier pour tout un pan de cinéma horrifique espagnol aussi, puisque après ça, vous pouvez regarder Veronica, du coup, pour comprendre la fin. Vous pouvez voir L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona pour ce côté de ce cinéma horrifique espagnol qui est hanté justement par ces fantômes. Ouais. Parce qu'on parle aussi là-dedans de la libération, de Franco, de tout ça. Ça y est un peu, hein, c'est en sous-texte, voilà, qui est d'ailleurs abordé de manière transgressive aussi. Le rapport à l'histoire espagnole, l'air de rien dans ce film est assez polémique. Je parlais de Benedetta, de Paul Verhoeven, mais c'est un peu le même geste de lui par rapport à la libération en Hollande dans Black Book, où il montrait des choses qu'on ne montre pas. Mais là c'est pareil, on parle de... Et donc ouais, de ce côté-là, ça peut être un bon film, mais après si vous êtes habitué à tous ces films-là, vous pouvez aussi doucement vous ennuyer. Ah bah c'est sûr, si vous êtes habitué aux films d'horreur plus
américain actuel, c'est sûr que tu peux t'ennuyer. Mais je dirais même ça peut être une porte d'entrée pour des personnes qui regardent plutôt un cinéma d'auteur de base et qui veulent s'intéresser au cinéma de genre justement et découvrir un peu ça parce que ça fait à la transition en fait. Tu peux Complètement, ouais. jauger aussi comment tu te sens par rapport à tout ça. Oui, parce que en conclusion, on peut dire c'est quand même un film qui paraît comme ça d'auteur horrifique, mais c'est pas un elevated horror parce qu'il embrasse complètement à la fin son côté film d'exploitation. C'est parti, on ouvre les vannes. Hein, ouais. Et que ça peut déstabiliser un spectateur qui serait venu pour de l'auteurisme, mais déstabiliser aussi celui qui cherchait ça et qui se retrouve avec ça un peu tardivement. Il joue avec ça, Paco Plaza, dans sa carrière. Tu es venu dans ce couvent pour une raison bien précise. On ne doit surtout pas prendre ces dessins. Si j'avais écrit votre prénom, vous êtes maudite.